Les gens y ont recours en espérant sujet aujourd'hui de la chronique de Chantalane Dumas, chronique santé, et il faut prendre soin de notre santé, n'est-ce pas, Chantalane? Oui, bien sûr. On a eu un petit manquement, alors je vais peut-être répéter le titre de la chronique. Aujourd'hui, on va parler de l'ivermectine. J'ai intitulé la chronique Ivermectine, pilule miracle, parce qu'on a un petit peu l'impression, quand on entend les gens en parler, que ça fait absolument tout, l'ivermectine. Alors, je voulais en profiter pour remettre un petit peu la pendule à l'heure. Oui, bien sûr, parce que c'est sur toutes les bouches en ce moment, ça fait partie de l'actualité. On dit que ça réglerait bien des problèmes. Bon, alors tu sais, moi, je ne crois pas aux pilules miracles. Je suis toujours en train de dire aux gens, il n'y aura pas de sauveur, il n'y aura pas de pilule miracle. Alors, ça ne fonctionne pas la santé de cette façon. Et si c'était si simple, eh bien, tout le monde prendrait les fameuses pilules miracles. Alors, qu'est-ce que c'est l'ivermectine? L'ivermectine, d'abord, c'est un antiparasitaire. C'est un médicament qu'on donnait initialement au bétail, en fait, pour déparasiter le bétail quand ça a été découvert dans les années 70. Hmm. Éventuellement, on a approuvé le médicament pour l'usage chez les humains, aussi comme antiparasitaire. C'est un antiparasitaire à relativement large spectre, mais qui adresse vraiment principalement tout ce qui est les vers, par exemple. Ah. Donc, c'est devenu très populaire durant la pandémie de COVID parce que certaines personnes l'avaient utilisé avec succès pour se soigner de la COVID, un petit peu comme l'hydroxychloroquine. Et donc, le médicament a eu des restrictions. On ne pouvait plus se le procurer aussi facilement. Il n'y avait que certains spécialistes qui pouvaient le prescrire, etc., parce que on sait que pour que les injections géniques expérimentales qu'on a appelées des vaccins soient autorisées d'urgence, il fallait qu'il n'y ait pas de traitement alternatif. Donc, tout ce qui semblait fonctionner de près ou de loin pour régler le problème de la COVID, eh bien, était à ce moment-là pratiquement interdit ou en tout cas très difficile à obtenir. Et entre-temps, ben, il y a des gens qui se sont rendus compte, on va dire, d'usage qu'on appelle off-label dans le milieu médical, qui veut dire qu'on utilise un médicament pour autre chose que ce dont pourquoi il a été approuvé. Et Mhm. donc, les gens se sont mis à utiliser un petit peu l'ivermectine comme un parasite à large spectre pour toutes sortes de parasites, alors que c'est pas vraiment l'utilité. Et on s'est mis aussi à parler du lien entre certains parasites et certaines formes de cancer. Donc, les gens qui ont la pensée toujours un petit peu réductionniste, un peu simpliste, on s'est dit si l'ivermectine est un antiparasitaire et que en enlevant les parasites, on peut réduire le cancer, eh bien, on va se mettre à prendre de l'ivermectine. L'ennui, c'est que l'ivermectine, c'est un médicament au Canada qui est sous prescription. Alors, évidemment, il n'y a aucun médecin sans diagnostic de parasitose, principalement des vers, par exemple, qui va vous prescrire comme ça, aléatoirement, de l'ivermectine. Alors, comme les gens voyagent dans des pays comme chez moi en République dominicaine et au Mexique, où on peut se procurer ce genre de médicaments en vente libre dans les pharmacies, eh bien, je reçois des demandes pratiquement à tous les jours de gens qui aimeraient que je leur fasse parvenir de l'ivermectine au Canada. Alors, évidemment, je ne le fais pas parce qu'il y a des raisons pour lesquelles ce médicament est sous prescription. Et donc, de plus, on ne doit pas prendre des médicaments comme ça de manière vraiment aléatoire et sans supervision. C'est quand même un médicament qui est très puissant puisque, en général, on en prend une seule dose. Dans certains cas, on va répéter le dosage à tous les 3 mois, etc. Mais personnellement, même ici en République, quand les gens le prennent, je recommande toujours qu'on passe certains tests, par exemple, pour vérifier les enzymes au niveau du foie, les enzymes hépatiques et l'état des reins via un dosage de créatinine pour vérifier si notre foie et nos reins sont en bon état, si on Mhm. s'en va prendre un gros médicament comme l'ivermectine. Donc, je trouve ça vraiment incroyable que les gens s'automédicamentent avec un médicament qui fait l'objet de prescription, idéalement d'un suivi au Québec, au Canada,
et qu'on veut juste faire venir ça comme ça par n'importe qui. On sait aussi que tous les pays n'ont pas la même rigueur au niveau de la fabrication des médicaments, alors que les gens procurent de l'ivermectine qui provient d'à peu près n'importe où, d'une certaine façon de contrebande, puisque ça prend une prescription médicale pour se le faire prescrire au Canada. Donc, évidemment, quand les gens vous l'achètent, c'est-à-dire vous le procurent dans la rue, on ne sait pas où ces médicaments-là ont été fabriqués, mais ça fait certainement l'objet d'une certaine contrebande. Alors, c'est assez hallucinant et c'est pas le fait que ça soit illégal, entre guillemets, qui me dérange, comme le fait qu'on prenne un médicament sans savoir si on a des motifs valables de le prendre. Parce que bien que ce soit vrai que la plupart des gens ont à un moment donné ou à un autre des parasites, il faut savoir quel type de parasite on a et il faut savoir surtout si notre corps, notre organisme est dans un bon état pour prendre un traitement de déparasitage. Alors, on ne fait pas ça de manière là, aléatoire en se disant, bon, ben moi, je vais me déparasiter. On n'a même pas vérifié si on a des parasites d'un, de deux, quel type de parasite. Parce que, par exemple, une des choses qu'on retrouve très souvent quand on fait des vrais tests pour vérifier l'état des parasites chez la population, eh bien, c'est par exemple une surpopulation de Candida albicans. Le Candida albicans, c'est une levure et donc, on en a toujours un tout petit peu dans notre intestin. Mais normalement, si on a un microbiote en bon état, donc si on a suffisamment de bonnes bactéries, eh bien, ça va maintenir la quantité de ces levures, donc de ce Candida albicans dans une proportion acceptable. Mais c'est lorsqu'on a un déséquilibre dans notre flore intestinale, qu'on appelle maintenant notre microbiote, que, par exemple, le Candida albicans ou tous les autres parasites vont pouvoir surpopuler. Alors, si on a un problème avec le Candida albicans et qu'on prend, par exemple, l'ivermectine, ça ne va rien résoudre parce que l'ivermectine n'est pas un médicament antifongique. Donc, ça n'agira pas contre des levures comme le Candida albicans. Ça va agir particulièrement au niveau des vers. Alors, c'est là où on dit encore une fois que les gens font ça de manière aléatoire sans se faire tester, ça ne fait pas réellement de sens. Et l'autre point, Slide, que je trouve important de mentionner, c'est que le microbiote, là, c'est comme un jardin. Pour avoir un jardin qui est en bon état, il faut que notre terre soit de bonne qualité. Même si on achète un herbicide très puissant pour notre jardin et qu'on met l'herbicide juste une fois dans l'année, ça va peut-être éradiquer certaines mauvaises herbes qui sont là présentement. Mais tout le monde comprend bien qu'est-ce qui va arriver après qu'on va avoir mis l'herbicide. Si notre terre a des carences importantes, eh bien, il va y avoir d'autres plantes qu'on veut pas qui vont repousser là et nos plants, nos fleurs, ce qu'on veut dans notre jardin, ça ne sera pas en bon état. Alors, c'est la même chose au niveau de notre microbiote. Le microbiote, notre flore intestinale, nos bonnes bactéries dans notre intestin, elles doivent être en équilibre. Et pour ça, ça prend un milieu qui est favorable. Si on a des carences nutritionnelles importantes, ben, ce qui va être en surpopulation, c'est des choses justement comme le Candida albicans, parce que les levures, c'est des champignons, là, essentiellement. Et qu'est-ce qu'on voit, par exemple, dans une forêt qui n'est pas saine? Eh bien, on va voir des arbres qui sont tombés par terre, qui sont morts et tout ça, et on va voir des champignons qui vont proliférer sur nos arbres. Parce que quand il n'y a plus d'équilibre, quand, par exemple, dans notre microbiote, quand on a plus suffisamment d'oxygénation, quand on a un pH, donc un taux d'acidité, par exemple, qui est complètement altéré, ça va créer un milieu qui ne sera pas favorable pour nos bonnes bactéries, mais un milieu dans lequel les levures, elles, vont être capables de survivre. C'est la même chose dans la forêt. Quand tout est mort, bien, sur ce qui est mort, il va y avoir ces champignons qui vont proliférer. Alors, de prendre une dose d'ivermectine, quand bien même vous auriez des vers, par exemple, et que la dose d'ivermectine aurait fait le travail et que vous avez le foie et les reins en bon état et qui sont capables de gérer cette dose de médicaments, si après ça, vous entretenez pas un bon terrain, donc un microbiote en bonne santé, ça va tout simplement revenir dans l'état où c'était. Et c'est ça que les gens doivent comprendre. La santé de notre microbiote, c'est un travail quotidien. C'est pas une pilule magique qu'on va prendre une fois par année. Et c'est la même chose pour le cancer.
Pourquoi on va faire une association entre les parasites et le cancer? Eh bien, tout simplement que le même milieu intestinal qui va favoriser, donc la croissance de parasites, de levures, etc., c'est le milieu qui va aussi favoriser l'éclosion d'un cancer parce que on parle, par exemple, d'une surconsommation de sucre. Le sucre, ça va nourrir les levures, mais le sucre, ça nourrit aussi les cellules cancéreuses. Alors, si on ne maintient pas un microbiote en bon état, non seulement on risque d'avoir des parasites, mais à la longue, ça peut évoluer vers des cancers, par exemple. Alors, l'idée, c'est pas de prendre une pilule magique et le reste du temps, continuer à manger n'importe quoi, à ne pas boire d'eau, à avoir un déséquilibre quotidien de notre microbiote, de ne pas manger suffisamment de fibres, d'être constipé ou au contraire d'avoir des diarrhées, parce que ça maintient un milieu intestinal ou un microbiome qui est malsain, qui est en déséquilibre et qui va à nouveau favoriser la croissance de levures, de parasites quelconques, de vers, etc. Et éventuellement, ben, ce milieu malsain va aussi évoluer possiblement si c'est dans nos prédispositions vers, par exemple, un cancer ou vers d'autres types de maladies, parce qu'on sait qu'il y a entre 70 et 80 de notre immunité qui se retrouve dans notre intestin, dans notre tube digestif. Alors, quand le tube digestif n'est pas en bon état, c'est sûr qu'on fragilise les différents systèmes dans notre corps. Mais la solution, c'est certainement pas une dose d'ivermectine. Ah, ça me fait rire, Chantalane, les gens qui veulent absolument avoir une pilule miracle pour tout guérir. Et ça me fait penser à une annonce à la télé que tu as sûrement vue dans le temps. C'était, je pense, une pilule pour les brûlements d'estomac ou je sais Oui, pas trop quoi. les Et, Rolaids. et avec ça, en prenant ça, vous pouvez continuer de manger votre crème glacée puis Votre pizza. la pizza, hamburger, frites, etc. Alors, il y a une responsabilité des gens, comme tu viens de si bien le dire, de mieux s'alimenter, de faire attention, parce que sinon, c'est toujours à recommencer. Vous allez Exact. devenir addictif à ce médicament-là qui, sur le coup, va peut-être guérir, éliminer le parasite, mais ça va être toujours à recommencer. Puis là, il y a probablement d'autres problèmes qui vont survenir. Exactement. Exactement. Parce que, ben, on ne sait pas c'est quoi l'impact de l'ivermectine sur le restant du microbiome, du microbiote. Donc, c'est possible que ça élimine d'autres bonnes bactéries, comme par exemple les antibiotiques. Un antibiotique, c'est sûr que ça peut nous débarrasser de certaines bactéries, mais malheureusement, c'est pas sélectif. Ça va pas juste enlever les parasites, ça va enlever nos bonnes bactéries également. Un petit peu comme une chimiothérapie. C'est vrai que la chimio, elle va s'attaquer à nos cellules, mais elle ne fera pas de distinguo entre les cellules saines et les cellules malsaines, les cellules cancérisées. Alors, éventuellement, ben, on a un problème. C'est le même principe. Et c'est toujours une question d'équilibre dans le corps. Alors, il n'y a jamais de pilule miracle, il n'y a jamais de traitement miracle. Et oui, bon, dans le cas, et je suis pas en train de dire qu'il ne faut pas prendre d'antibiotiques. Dans certains cas, ça va être nécessaire de prendre un antibiotique, mais ça va être important pendant qu'on prend l'antibiotique, de prendre en même temps des bonnes bactéries, donc de prendre des probiotiques essentiellement d'origine humaine parce qu'il y en a de toutes sortes sur le marché. Si on veut pouvoir refaire notre microbiote, donc que les bactéries qu'on prend s'implantent dans notre tube digestif, il faut qu'ils soient d'origine humaine, sinon le corps ne va pas les laisser s'implanter. Le corps sait ce qu'il fait. S'il voit des bactéries, par exemple, d'origine bovine, comme les bactéries qu'on retrouve dans le yogourt, souvent les gens vont me dire, oh, j'ai pas besoin de prendre de probiotiques parce que je mange du yogourt. Ben oui, il y a des bactéries qui sont associées à la fermentation dans le yogourt, mais le problème, c'est que c'est des LB acidophilus, donc c'est des acidophilus d'origine bovine, et ils vont faire un travail de lutter contre les bactéries qu'on a dans le tube digestif de manière transitoire quand on consomme le yogourt, mais on ne peut pas refaire notre microbiome avec des bactéries d'origine bovine. Ça prend des bactéries d'origine humaine. Et donc, les probiotiques de bonne qualité dans les gammes professionnelles, eh bien là, on va avoir des probiotiques qui vont s'implanter dans notre intestin. Mais
quand on prend un médicament comme un antibiotique, ça va affecter notre microbiome. Et donc, on ne sait pas l'impact réellement de l'ivermectine sur le microbiome. Donc, on va peut-être se débarrasser de parasites. Encore, comme je dis, si on n'a pas fait de test, peut-être que les parasites qu'on a, si c'est des levures, si c'est des bactéries, par exemple, l'ivermectine n'aura aucun impact. Mais en plus, on va détruire probablement une partie de notre microbiome, lesquels et tout ça, je ne le sais pas parce que je ne sais pas, j'ai pas vu d'études en ce sens. Donc, c'est ça le problème. C'est comme tu dis, c'est que c'est toujours à refaire. Alors, l'idée, c'est d'entretenir notre microbiome à tous les jours via nos choix alimentaires. Et ces médicaments, que ce soit l'ivermectine, que ce soit, par exemple, les antibiotiques, aussi la cortisone. La cortisone, même si on la met sur notre peau en manière topique, la cortisone a un impact très, très, très profond sur notre microbiome. Le stress, le stress va affecter aussi nos bonnes bactéries intestinales. Les boissons trop acides aussi. Si on prend, par exemple, 4-5 tasses de café par jour, ça va avoir un impact négatif sur notre microbiome. Alors, c'est tous des facteurs qu'il faut vérifier. La quantité de fibres est un autre facteur aussi. Tu sais, les gens vont prendre encore là des probiotiques, ils vont acheter un probiotique à 50 milliards de bactéries, puis des fois, c'est, comme je disais, même pas des bactéries d'origine humaine qui vont s'implanter dans l'intestin. Mais même quand c'est un bon probiotique, l'ennui, c'est que souvent, les gens ne consomment pas assez de fibres. La consommation moyenne de fibres au Canada, c'est de 14 grammes par jour. Et pour avoir un microbiome en bon état, il faut en consommer au moins 35. Alors, on n'est même pas à la moitié de la quantité de fibres qu'on doit consommer. Donc, il faut vraiment augmenter la consommation de légumes et de fruits ou de céréales entières, le cas échéant, si vous mangez des céréales. Mais sinon, il faut vraiment augmenter la quantité de légumes et de fruits pour avoir plus de fibres parce que ce sont les fibres de l'alimentation qui vont servir de prébiotiques, donc de nourriture à nos bonnes bactéries, à nos probiotiques, pour qu'ils puissent se multiplier et être maintenus en bon état pour pouvoir nous servir de ligne de défense le long de notre tube digestif. Alors, tout ça, il faut déjà s'en occuper. Si on fait tout ça, on peut en plus aller chercher du côté des suppléments ou du côté alimentaire toutes ces plantes et ces épices qui ont des propriétés antibactériennes, antifongiques, antivirales, etc., comme par exemple l'ail. Oui. On peut prendre de l'ail dans notre alimentation. Évidemment, il faut le couper au moment où on va le prendre parce que sinon, l'aïtine perd ses propriétés et il ne faut pas le faire cuire. Donc, il faut prendre de l'ail cru, idéalement à jeun. On prend une gousse d'ail cru à jeun le matin. On peut prendre un petit peu de persil avec si on est préoccupé par l'odeur, notre haleine d'ail et on peut l'enrober d'un tout petit peu d'huile d'olive, mais moi, je le hache comme ça et je l'avale tout simplement cru à jeun le matin. Après ça, on peut se faire, par exemple, du thé, on peut se faire une tisane de clous de girofle et de cannelle. On peut rajouter de l'origan, par exemple, le soir. On peut en prendre quelques tasses par jour aussi. Ça va avoir aussi un effet antiparasitaire à large spectre. Donc, il y a plein de plantes qu'on peut aller chercher. Il y a des produits spécialisés, des mélanges d'huiles essentielles qu'on peut se faire. Mais encore là, il faut savoir à quoi on s'adresse. On ne prend pas, bon, si vous voulez prendre des tisanes de cannelle et de clous de girofle, il n'y a pas d'impact négatif. La même chose pour l'ail. Mais idéalement, c'est que si on veut faire un traitement, entre guillemets, ben, il faut avoir fait des tests préalables et savoir ce qu'on traite et refaire un test après pour voir si notre traitement a fonctionné. Si on le prend juste de manière préventive, il n'y a pas de problème parce que contrairement à l'ivermectine, de prendre des gousses d'ail à jeun et de prendre de l'ail et de la cannelle, ça ne risque pas de vous causer des problèmes au niveau de votre foie ou de vos reins. Alors, vous pouvez bien en prendre de manière préventive, mais l'idée, c'est que si on veut avoir un mode de vie antiparasitaire et anti-cancer, l'idée, la solution, ce n'est pas la pilule magique qu'on prétend que l'ivermectine est.
Mais dis-moi, Chantalane, pourquoi les gens veulent tant avoir une pilule miracle? Est-ce que c'est parce qu'on se fait empoisonner par bon, tout ce qu'ils mettent sur l'alimentation, puis aussi le choix des gens, là, il y en a qui vont au McDo à chaque semaine, est-ce que c'est pour ça qu'ils veulent la pilule miracle? Parce qu'ils sont pas prêts à abandonner leurs mauvaises habitudes? C'est exactement ça. Et j'en ai parlé, moi, je suis un petit peu dans un état de découragement depuis quelques semaines parce que entre les sollicitations pour l'ivermectine et le boycott du jus d'orange, des fois, je me demande si tout ce qu'on a fait depuis les 4 dernières années pour essayer d'éclairer les gens, ça n'a pas servi à grand-chose, finalement, quand on regarde ça aller. Hmm. Mais je trouve que particulièrement les Québécois, je ne sais pas si ça vient de notre endoctrinement de la religion catholique. Hein, comme je dis souvent, on a sorti l'Église du Québec, mais on n'a pas sorti l'Église des gens, de la mentalité des gens. Mhm. Malheureusement, on cherche encore le sauveur. Alors que ce soit au niveau des politiciens, que ce soit au niveau des blogueurs, que ce soit au niveau de l'ivermectine, mais on est toujours à la recherche d'un sauveur parce que c'est un moyen de ne pas se responsabiliser. Alors, je pense que on a eu la religion catholique. Après ça, on a eu quoi? On a eu des politiciens qui étaient très infantilisants. On a eu des choix politiques aussi, comme par exemple la création de la Régie de l'assurance maladie. Après ça, l'assurance médicaments. Donc, on a des programmes d'État qui font que les gens ne sont pas habitués à se responsabiliser. Si on vit dans d'autres pays où on n'a pas l'assurance maladie, par exemple, ben on n'a pas le choix de prendre soin de notre santé parce que si on fume, puis on mange mal, puis tout ça, puis qu'on se ramasse à l'hôpital, ben on sait qu'on va le payer de notre poche et ça risque de nous ruiner, de ruiner notre famille. Donc, on fait des choix en conséquence. Mais comme on a cette impression au Québec que le système de santé est gratuit, évidemment, c'est pas gratuit, on le paye comme population. Au Québec, on passe les 5 premiers mois de l'année à payer le gouvernement parce que quand on a des taxes moyennes au Canada, de la personne moyenne, on travaille 5 mois par année pour le gouvernement. Donc, du mois de janvier au mois de mai, on paye des impôts en réalité et des taxes. Donc, c'est pas gratuit tout ça. Mais le fait qu'on n'a pas une facture si on rentre à l'hôpital pour un pontage coronarien parce que on s'alimente mal, par exemple, eh bien, on a l'impression qu'on n'a pas de changement à faire. Combien de fois on voit les gens sortir fumer devant les hôpitaux? Les gens ont Oui. un masque à oxygène, ont toutes sortes de problèmes de santé, puis ils sont en train de fumer devant l'hôpital. Évidemment, s'ils devaient payer la facture de leurs soins, peut-être que ça les conscientiserait. Mais donc, c'est ça, la mentalité de beaucoup de gens encore, malheureusement, c'est qu'on n'a pas besoin de faire de changement. On a juste à prendre une pilule d'ivermectine ou on a juste à aller se faire débloquer les artères à l'hôpital ou il y a toujours la recherche d'un sauveur. Dernièrement, ben, on pense que Trump va venir nous sauver de Trudeau, des mauvais choix qui ont été faits en politique depuis les 8 dernières années. Et donc, c'est vraiment déplorable, cette mentalité de toujours remettre notre responsabilité aux autres et penser qu'on n'a qu'à se procurer un médicament ou qu'il va y avoir un sauveur qui va venir régler nos problèmes. Il y a une grande question d'éducation encore de la population malgré tous nos efforts. C'est un peu dommage hein, de constater ça, mais heureusement qu'il y a des chroniques comme la tienne à la radio pour réinformer les gens et les sensibiliser surtout à prendre soin de leur santé et de moins compter sur des trucs extérieurs parce qu'on est responsable de soi, de nos choix, de ce qu'on met dans notre bouche. La seule chose que je déplore, c'est qu'on ne sait plus vraiment ce que l'on mange. On pense de faire des bons choix santé, mais c'est pas le cas en sachant tous les pesticides qu'ils mettent dans notre alimentation, à notre insu, hein, parce qu'ils se cachent pour faire ça. Donc, il y a des gens qui tombent malades et qui se demandent, ben voyons, pourtant je mange bien, mais on dirait que on est victime des décisions
des gouvernements qui veulent nous empoisonner. En tout cas, ça, c'est mes croyances, mais selon nos recherches, on le voit de plus en plus qui sont mal intentionnés. Alors, c'est sûr que certaines personnes vont vouloir aller chercher la pilule miracle parce qu'ils sont découragés, ils ne savent plus vers quoi se tourner. Et il y en a d'autres, ben, c'est à cause de leur choix exécrable de vie. Alors, il faut faire la part des choses. Oui, mais en même temps, tu sais, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. C'est sûr que il y a des décisions politiques qui sont influencées évidemment par l'argent parce que, bon, on l'a vu par exemple, tout ce qui s'est passé avec la FDA aux États-Unis. Faut pas penser Mhm. qu'on est au-dessus de ça au Canada. Il y a autant de magouilles qui se fait au Canada. Donc, c'est sûr qu'à un moment donné, c'est les acteurs de l'industrie qui font les études sur leurs propres produits et le gouvernement approuve le produit sur la base des études qui ont été faites par la compagnie qui en vend. Il y a des énormes conflits d'intérêts. Et Ça. après ça, ben, les publicités, on le sait, pourquoi des gens comme moi ont beaucoup de difficultés à être médiatisés parce que les compagnies de radio, par exemple, c'est-à-dire les radios vont être influencées par les compagnies qui vont leur dire, ben moi, j'annoncerai plus chez toi si tu continues d'avoir une chroniqueur qui parle contre le gluten, qui parle contre le glyphosate, qui parle contre les médicaments. Alors, ben c'est ça, c'est très difficile. Et pour être quelqu'un comme moi qui peut dire la vérité, eh bien, on n'a pas de revenus parce que personne ne veut s'associer à une incorruptible. Et c'est bien connu. Donc, c'est sûr que c'est difficile. Donc, les gens finissent par courber les chines, des gens comme moi qui, à un moment donné, décident d'être des lanceurs d'alerte, mais c'est très difficile parce que quand on est lanceur d'alerte, ça veut dire qu'on accepte de vivre dans la grande simplicité volontaire et involontaire parce que, comme je disais, c'est pas payant la vérité. C'est sûr que ça serait beaucoup plus facile pour moi et pour d'autres de travailler pour Big Pharma ou pour travailler pour des compagnies qui nous mandatent de passer le message pour eux et qui nous payent grassement pour le faire. Donc, déjà, il n'y a pas beaucoup de lanceurs d'alerte qui peuvent se permettre de le faire et de le faire de manière intègre parce que le coût à payer parce qu'on essaie de nous discréditer et qu'on subit des attaques personnelles aussi, le coût à payer, il est énorme. Et financièrement, c'est extrêmement difficile. Mais après ça, il y a des gens, parce que même quand des personnes comme moi subissent ce qu'on subit pour continuer de dire la vérité, on n'est pas populaire, même parmi la population, parce que les gens veulent pas l'entendre, mon message. Ils veulent pas le savoir que l'ivermectine, ça fera pas la job. Ils sont prêts à débourser 200 pièces pour que je leur envoie une pilule magique à travers quelqu'un qui va retourner au Canada, etc., et continuer, comme tu l'as dit, à manger du McDo et du n'importe quoi. Ils préfèrent ça que faire une détox que je vais leur vendre à 100 $ avec 5 modules de formation, un livre de recettes, etc., parce que Et qui est beaucoup ça plus leur demande de efficace. changer. C'est Voilà. ça. C'est efficace, mais il faut les préparer. Hein? Nos smoothies, il faut les préparer, nos soupes. Exactement. Et tout. C'est pas Hey, non, sexy. C'est c'est pas sexy couper nos petits légumes. Mais te dire à tout le monde que tu t'es procuré en contrebande une pilule d'ivermectine et que toi, tu prends de l'ivermectine, ben là, tu te sens spécial. hey, ça, Hein? c'est hot. Ça, c'est hot. Ça pogne. Alors, des Ah, pilules mon Dieu. miracles qui aident spéciales, puis des gourous, ça pogne au Québec. Hein, tu peux vendre des machines qui vont dire aux gens s'ils ont des parasites, puis à quelle étape de leur vie ont eu un traumatisme en mettant un doigt sur un électrode à 10 000 piastres, ben ça va pogner. Hein, ça va pogner parce qu'encore une fois, ça ne demande pas aucun travail sur soi, ça ne demande pas de modifier nos habitudes alimentaires, etc. Donc, la responsabilité, oui, c'est vrai qu'il y a des gouvernements. Oui, c'est vrai qu'il y a Big Pharma, mais il y a aussi la responsabilité individuelle. Les gens ne veulent pas l'entendre, la vérité, parce que ça demande des choix. Et des choix, ben, des fois, c'est un processus inconfortable de faire les bons choix en matière de santé. Oui, il faut faire un 360 bien souvent, se regarder soi-même, regarder nos habitudes et faire des gestes qui concordent avec ce qu'il faut faire pour atteindre une santé optimale. Heureusement, il y en a des gens qui osent te contacter et ça fait toute la différence pour leur santé parce que je vois des belles publications de gens qui mettent la main à la pâte et ils font leur
petite recette et puis ça encourage les autres. Alors, on peut toujours te consulter comme naturopathe agréé, une vraie professionnelle qui ose dire la vérité. C'est pour ça qu'on l'aime à Radio Unicité. Et là, Chantalane, avec les petits oiseaux qui gazouillent en arrière de toi, ça me donne le goût d'entendre la musique et puis de me remonter un peu les fréquences, les vibrations, parce qu'on vit dans un moment, en tout cas, en ce Ouais, moment, c'est assez c'est pénible. lourd. Il faut le dire, il faut ne pas avoir peur des mots. On a beau se lever de bonne humeur, puis faire nos méditations, nos petits trucs, mais on est quand même en société. Puis quand on voit l'état de la société, l'état du monde dans lequel on vit, c'est pas drôle. C'est pas drôle pour les petites familles qui ont de la misère à arriver. C'est pas drôle pour le moral des gens. Donc, il faut leur faire du bien avec de la bonne musique sélectionnée par Chantalane. Pourquoi pas? Oui, ben j'essaie de vous amener un peu de lumière, un peu de gaieté à travers la vérité, qui est pas toujours agréable ni à dire ni à entendre, mais elle est ce qu'elle est. Et à long terme, c'est sûr que de faire les bons choix, ça finit toujours par être plus payant au niveau de notre santé. Alors, aujourd'hui, j'ai choisi une pièce musicale de deux chanteuses que j'aime beaucoup. Qui sont d'origine africaine, Yemi Alade et Angélique Kidjo, qu'on a déjà vu pour les gens qui ont suivi Nuit d'Afrique depuis plusieurs années. Moi, j'adorais le festival Nuit d'Afrique au Québec. Et donc, on les a déjà vus, ces belles chanteuses africaines chez nous. Et j'ai choisi la pièce Shekere. Le Shekere, c'est un instrument de musique ouest-africain qui ressemble en fait au maracas et on en trouve des semblables dans les îles. C'est comme une maracas, mais avec un filet autour. Tu as peut-être déjà vu dans les percussions, par exemple, cubaines, on en entend. Donc, Shekere, c'est le nom de l'instrument et c'est le nom de la pièce musicale que je vous partage aujourd'hui. Merci Chantalane. À la semaine prochaine. Ciao!